Avant ça, j'avais pas de but dans cette vie. Quand tu grandis à Marseille, quand tu es mis à partir à un si jeune âge, ça crée une espèce de rage en toi, une haine en toi, une espèce d'envie de revanche sur la vie. Ça m'a appris que très jeune, il fallait que je fasse plus que les autres. Et je me suis vraiment tourné vers la musique. Le petit rouquin, il a fait son chemin, tu vois. Lui, c'est l'artiste français que tu connais peut-être pas, mais qui a composé tous les derniers hits que t'as déjà forcément entendus. Troisième artiste français le plus écouté dans le monde, véritable star à l'international et touche entre 200 000 et 500 000 euros par date. Aujourd'hui, je l'ai suivi en immersion avec toute son équipe, entre jet privé du Mexique à Miami, show à 8h du mat à peine réveillé, avec le beatmaker de Travis Scott, backstage, anecdote de folie et sortie de son feat avec French Montana, c'est sans aucun doute les 24 heures les plus folles qu'on ait vécues depuis le début du média. Salut l'équipe, c'est Ugel, on est avec 24 Hour Wiz et je vous embarque dans ma vie pendant 24 heures. Bonito como se riega y la verdolaga. Por el suelo. Ay, ella es bonita. Por el suelo. Ay, es verdecita. Por el suelo. Ay, yo la vestí. Por el suelo. Ay, yo la vestí. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors pour me présenter en quelques mots, je suis Ugel, le DJ, producteur de musique originaire de Marseille, maintenant basé à Miami, aux États-Unis. Je suis le troisième artiste français le plus écouté du monde. C'est toute catégorie confondue. Toute catégorie confondue. Pas que dans l'univers du DJ. Non, toute catégorie confondue. Et en termes d'auditeurs, ça donne quoi à peu près en termes de chiffres justement dessus? Sur Spotify aujourd'hui, je suis à presque 23 millions de monthly listeners sur Spotify. Et en termes de son, ça a été quoi un petit peu les top sons en termes de performance? Alors t'as I Adore You, je pense que c'est mon plus gros hit jusqu'à maintenant. Le Bam Bam récemment, qui est aussi un énorme disque, avec plus de 1 million de streams par jour juste sur Spotify. Et ce qu'il y a de ouf, c'est qu'en plus, moi je vois, quand j'en parlais avec des potes à moi, genre tu vois, qui sont en France, qu'on allait faire l'épisode ensemble, j'en avais plein qui te connaissaient pas directement de nom, mais dès que je parlais de toi aux États-Unis, tout le monde te connaissait. Ouais, tu vois, la musique que je fais aux États-Unis est très populaire. Tu vois, il y a beaucoup de latinos, d'immigrés latinos ici aux États-Unis, donc la musique que je fais a beaucoup d'influence latine, donc j'ai une énorme audience aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, tu vois, on en parlait en off et j'en parlais aussi avec des membres de ton équipe, c'est qu'aujourd'hui, toi t'es un artiste, mais en réalité t'es aussi aujourd'hui un entrepreneur, tu produis aussi. J'ai un label à moi, Make the Girls Dance Records, sur lequel j'ai mes morceaux et aussi je signe des artistes. Faut savoir que j'ai passé 10 ans en contrat avec Warner Music, qui a été très compliqué pour moi. Avoir mon propre label, ça a changé beaucoup de choses. C'était quoi les cachets que tu gagnais par exemple au début quand t'as démarré Les premiers cachets, tu tournes pour 500 $. Sauf qu'après, c'est toi qui produis tes propres shows. Donc là aujourd'hui, on produit des shows entre 5 000 et 15 000 personnes. Moi, ce qui m'intéresse dans l'épisode, c'est de montrer le côté artiste, mais le côté aussi backstage, le côté entrepreneur derrière. Aujourd'hui, t'as toute une équipe, d'ailleurs, là qui est là justement, qui est avec toi, qui te suit justement en full time. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'es vraiment structuré. Ouais. Comme une vraie entreprise. Enfin, c'est une vraie entreprise aujourd'hui. C'est une vraie entreprise. Mais la grosse partie vient du touring, de live show. Je suis l'artiste qui tourne le plus au monde. Je fais plus de 200 concerts par an. J'ai pas de maison, je vis dans l'avion. C'est quoi un petit peu le planning là? Donc du coup, déjà, on est à Cancun. Là, on est à Cancun au Mexique, voilà. On s'apprête à retourner à Miami pour Miami Music Week, qui est une de mes semaines préférées de l'année. Pourquoi? Parce que Miami Music Week, si tu veux, c'est une semaine à Miami où tous les professionnels de l'industrie de la musique électronique se retrouvent. Donc il y a des meetings, il y a du business qui se passe entre labels, artistes, etc. Et il y a bien évidemment des fêtes toute la semaine. Et c'est quoi un petit peu là ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures là? On rentre sur Miami. Moi, j'ai un dîner très important parce que je signe la finalité de mon premier album. Et qu'est-ce qui fait que t'avais pas encore sorti d'album avant ça? Parce que ça fait très longtemps que tu fais de la musique en réalité. Ouais, ça fait 21 ans. L'album s'appelle 21. En fait, parce que ça fait 21 ans que j'ai commencé, il y a 21 tracks dans l'album, 21 sons. Donc si j'ai pas fait d'album avant, c'est parce que je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie, de ma carrière, où je ressens une certaine maturité, tu vois, artistique et aussi dans la vie, qui fait que je me dis c'est maintenant, tu vois. Et c'est quoi un petit peu les autres trucs qui vont se passer? Je sais que tu vas jouer donc du coup à Space, donc du coup le matin. Exactement, donc il y a ma soirée à Space, Make the Girls Dance, avec tous les gars de mon label et les mecs du crew qui viennent jouer sur la terrasse de Space à Miami. Donc on prend la terrasse pour 8h du matin à midi, 4h de set sur la terrasse. On a un autre show à Little River Studio, c'est un de mes endroits préférés de Miami. Et j'ai French Montana qui vient avec moi, parce qu'il a 2 sons avec moi sur l'album et du coup il va venir un peu performer live et tout, faire un peu de la promo, donc ça va être cool. Donc tu te fais 2 shows en une journée, c'est pas mal. Ah, tu sais que moi je dis
souvent en ce moment, je dis pour moi j'ai le meilleur job du monde. Parce qu'en fait, à chaque fois en plus, je découvre des gens d'univers complètement différents. Et c'est ça qui est de beau et que moi je dis souvent avec le contenu, c'est que ça nous permet de vivre des expériences que même l'argent n'achète pas. Parce que tu vois, être comme ça ensemble et échanger, même je t'aurais proposé de te payer pour, tu t'en fous. T'as pas besoin de cette oseille là pour. Donc t'aurais jamais accepté. Alors que là, le contenu permet ça et je trouve ça génial, tu vois. Ah, c'est top. Donc on va passer une bonne journée, ça va être très très lourd. Bon l'équipe, on s'apprête à passer 24 heures de folie avec Ugel et toutes les 2 semaines, on reçoit des invités d'exception sur le média. Donc si jamais c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube dès maintenant. On est parti. À ce moment-là, je savais pas encore, mais je m'apprêtais à vivre l'une des journées les plus folles de ma vie. Direction Miami avec Ugel et toute sa team en jet privé. Mais avant ça, on s'est posé à l'aéroport et là, il m'a ouvert les portes de son univers. Du coup, tu prends en moyenne combien d'avions par an en ce moment-là? Je sais pas, on vole quasiment tous les jours. Hein, c'est... Et quand ça se passe comme ça, par exemple, c'est comment? Donc là, par exemple, t'as un jet typiquement pour bouger, donc du coup à Miami. Quand c'est ça, c'est toi qui le paye, c'est l'endroit qui te book qui le paye, c'est ton agent, ça se passe comment? En général, c'est moi qui le paye. Après, moi, je suis pas forcément un fan de jet et tout. C'est plus quelque chose qu'on fait quand on n'a pas vraiment d'autres moyens de voyager. Tu vois, si tu veux te déplacer très rapidement, en commercial, souvent tu peux pas le faire, donc tu es obligé de le faire avec un jet privé. Là, c'est le cas aujourd'hui, il faut qu'on aille vite à Miami. Et si on passe en commercial, on n'arrivait que ce soir tard. Et comme on a un rendez-vous important dans l'après-midi, il faut qu'on arrive à Miami avant. C'est plus pour la flexibilité et le gain de temps en réalité. Ouais, exactement. C'est vraiment parce que tu veux aller vite et pas perdre une journée entière à voyager. Flo, du coup, tu me parlais un petit peu de où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta carrière, de l'accomplissement avec l'album qui va très bientôt sortir, de la journée qu'on va vivre de fou à Miami. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment tout ça, ça a démarré. Ça a commencé où l'histoire? Alors, ça a commencé à Marseille. J'ai commencé à produire mes premiers sons quand j'avais 12 ans. Et après, j'ai découvert vraiment le DJing à l'âge de 16 ans. Donc, je sais pas vraiment quand ça a commencé. Je pense qu'à 12 ans, j'ai commencé vraiment à être fou de musique, tu vois. J'étais vraiment amoureux de Dr. Dre, Snoop Dogg et tout. C'est là que j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien produire de la musique. On faisait du rap avec mes potes et tout. Tu rappais du coup? Ouais, un peu vite fait. Mais bon, c'était pas trop mon truc. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais faire plus de la musique. Et la vie à Marseille, elle s'est passée comment justement un petit peu? Comment t'as grandi là-bas? C'était quoi un peu le contexte? Bah si tu veux, j'ai grandi à Marseille en étant rouquin. C'était compliqué, c'était bagarre tous les jours, tu vois, parce que j'étais un peu la minorité. Donc forcément, j'étais pris à partie et tout. Fallait tout le temps que je me défende, tu vois, pas que je me laisse faire, parce que les mecs, ils voulaient me racketter. Après, je suis reconnaissant entre guillemets d'avoir grandi comme ça, parce que ça, c'est ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'a appris que très jeune que fallait que je fasse plus que les autres. Pourquoi plus que les autres? Parce que quand j'ai mis à partie dans un groupe à un si jeune âge, ça crée une espèce de rage en toi, une haine en toi, une espèce d'envie de revanche sur la vie. Je me disais un jour, je vais tous les éclater. Et ça a créé, si tu veux, cette envie de travailler dur, plus dur que les autres pour arriver à quelque chose. Montrer à tous que, tu vois, finalement, le petit rouquin, il a fait son chemin, tu vois. Et tes parents, c'est quoi un petit peu qu'ils te disaient par rapport à ça? T'en parlais avec eux justement de ça ou c'était Non, comment? jamais, jamais. Tu sais, moi, mon père, j'ai grandi avec un père un peu voyou et tout. J'ai toujours eu ce truc de fierté devant mon père, que jamais fallait que je sois faible, que j'étais pas bien, que je souffrais, etc. Mon père était fou, hein. Moi, si je disais à mon père, c'était mieux de garder pour soi. Ouais, c'était mieux de gérer mes affaires tout seul, tu vois, et pas ma mère, tu vois, différent. Je voulais pas qu'elle s'inquiète ou quoi, donc j'ai jamais vraiment partagé ça, tu vois, j'ai fait ma route. En fait, moi, mes parents, ils ont divorcé quand mon père est sorti de prison, quand j'avais 8 ans. Et moi, je suis parti vivre avec mon père. Comment tu l'as vécu ça? J'ai pas l'impression que ça m'a affecté plus que ça. Par contre, j'ai mal vécu le fait d'avoir des beaux-parents, que ma mère soit remariée, que mon père ait une nouvelle femme, etc. Ça, c'était assez problématique à la maison. Mais moi, je suis parti vivre avec mon père, et du coup, mon père, lui, menait une vie un peu particulière. Et j'ai grandi donc à ses côtés, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup à un très jeune âge. La débrouillardise, apprendre à multiplier de l'argent, genre si t'as 10 balles, tu dois faire 100 balles, tu vois. Comment s'en sortir, le système D. À l'âge de 12 piges déjà, j'arrivais à vendre des trucs par moi-même, faire de l'oseille et tout. C'est comme ça que j'ai acheté mes premiers logiciels de production. Enfin, c'était des jeux vidéo, c'était EJ, c'était même pas un logiciel de production professionnelle, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Puis c'est à l'âge de 16 ans après que j'ai découvert le DJing vraiment. Et quand j'ai découvert ça, après là, ça m'a plus quitté. C'est passé comment la rencontre? Accidentel, un pote à moi qui me dit à l'époque, viens avec moi à Cash Express. Je sais pas si tu te rappelles de Cash Express. C'était un magasin d'occasion. Il y avait un équipement qui était dispo, tu vois, tu pouvais l'utiliser dans le magasin, l'essayer. Et j'arrive, je touche les boutons. J'avais un CD à l'époque de 50 Cent, je le mets dedans et tout. Je commence à toucher les boutons et tout. Et je me dis putain, c'est trop stylé, quoi. C'est ça que je veux faire, tu vois. Et mon pote, il avait des sous, il avait de l'oseille. Du coup, il a acheté le matos. Et après, à partir de là, je faisais que m'entraîner avec lui non-stop, on s'arrêtait pas. C'est-à-dire que avant ça, j'étais beaucoup dans la bagarre, les problèmes
problèmes, parce que j'avais pas de but dans cette vie. Et en fait, quand j'ai découvert ça, ça a vraiment donné un sens à mon existence. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis levé le matin, je me suis dit putain, tu bandes pour quelque chose. Et je me suis plus jamais arrêté. Qu'est-ce que tu dirais du coup à ces gens qui regardent cette vidéo-là, qui peut-être eux justement sont dans leur chambre en ce moment même, qui sont peut-être dans les transports en commun, qui sont peu importe dans une situation où ils se disent moi aussi j'ai envie de trouver ce pourquoi je suis fait, mais j'arrive pas à savoir c'est pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis sur cette terre. Déjà, faut comprendre un truc, c'est que le bonheur vient que de l'intérieur. Il pourra jamais venir de l'extérieur. Ni quelque chose ou quelqu'un pourra te rendre heureux. Et je pense que le bonheur, ça commence par d'abord trouver une raison de vivre. Et que tu pourrais faire sans être payé, que tu pourrais faire gratuitement. Et en fait, si tu trouves ça, tu vas faire cette chose avec une énergie tellement folle que tu vas devenir fort et un jour, cette chose-là va pouvoir te rapporter de l'argent. Mais faut pas choisir l'argent en premier. On en a besoin dans cette vie, c'est sûr, mais c'est pas ça qui va te rendre heureux en fait. C'est ce que tu fais pour avoir cet argent qui te rend heureux. C'est quoi aujourd'hui la plus belle chose que t'as envie de faire de l'argent? Je pense que c'est un des trucs qui me rend le plus fier, c'est d'avoir fait en sorte que ma famille, ils sont à la retraite, ils ont pas besoin de travailler, tu vois. Tout le monde est parti de Marseille, ils sont bien, tu vois, ils kiffent. Et toi-même, t'as déménagé du coup à Miami, c'est ça? Ouais, moi je suis à Miami aussi. Entre-temps, un peu partout. Et entre-temps dans l'avion, hein, tu connais, on est à la maison là, regarde. Là c'est le salon, on est bien. Ce qu'il y a de dingue avec la musique, c'est que c'est l'art qui touche le plus de personnes. Des petites scènes marseillaises aux grands festivals internationaux, les hits de Ugel font le tour du monde et sont écoutés partout. Mais comment expliquer un tel succès? La réponse, elle se trouve dans son rapport presque spirituel à la créativité. Moi, je suis amoureux du parcours, toujours, tu vois. C'est pour ça que je vis avec mes potes en tournée. C'est quoi que t'aimes le plus à travers ça? Je sais pas, mec, l'énergie, tu vois, genre rendre les gens heureux, tu vois, les voir sourire. Tu sais, les gens, ils ont des vies pas faciles, ils travaillent la semaine et tout, c'est chiant, tu vois, ils font pas ce qu'ils aiment et tout. Et ils vont le week-end sortir, ils vont aller à une fête, ils vont avoir envie de se changer les idées, tu vois. Et c'est ça mon travail. C'est les amener dans un endroit, dans leur tête, où ils se disent, putain, je me suis régalé, tu vois. Le DJ, il m'a emmené quelque part, il m'a régalé. Je dis toujours, moi je vends du bonheur. Je te l'ai pas dit et tout, mais moi mon père de base, tu vois, il est artiste et il chante. Et mon grand-père, tu vois, son père que j'ai pas connu et tout, quand il allait sur scène, tu vois, mon père il s'appelle Michel, il lui disait fais-nous du bonheur, tu vois. Et du coup mon père à chaque fois qu'il allait sur scène, c'était ce truc-là qu'il avait en tête, c'était comment justement donner du bonheur aux gens et que ça le traverse et à travers lui que ça puisse justement donner ça, tu vois. Donc ça me... c'est ça l'art. L'art c'est quoi? L'art c'est vendre une sensation. Donc c'est ça que j'essaye de faire. J'essaie de faire ressentir aux gens quelque chose. Et ce que je pense qu'il y a de ouf, c'est qu'aussi, tu vois, je pense qu'aussi l'art à un niveau très très poussé, il touche tous les êtres humains, peu importe ta confession, peu importe ton origine, ta couleur de peau, ta classe sociale, peu importe qui t'es, tu le ressens, tu vois. Moi je peux pas vivre sans créer. Je suis un créatif. Donc si j'avais pas eu ça, je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que la création elle vient de quoi? Créer pour moi c'est un sentiment intérieur très fort qui vient de je ne sais où, ça vient peut-être de l'au-delà ou d'un monde parallèle, je sais pas. Mais c'est comme si tu recevais un message et que ton travail, c'est de le convertir dans une œuvre d'art pour faire passer ce message à l'humanité. Chaque personne qui a été inspirée sait que quand l'inspiration vient, si tu convertis pas tout de suite quand cette inspiration vient, tu dis « Ah, j'attendrai demain, machin », tu te réveilles le lendemain, l'idée, elle est plus là, elle est partie. Ça veut dire qu'un messager a essayé de te donner ce message à un moment, et si tu l'as pas saisi, il est parti chercher un autre vaisseau pour éclore dans le monde. Et tu peux pas la forcer, tu peux pas faire en sorte de faire exprès de te connecter à ça. C'est beaucoup à propos de ce que tu ressens en fait, tu vois. Je pense que la musique, c'est d'abord tu l'as fait pour toi, tu ressens quelque chose de fort, et si tu ressens quelque chose, les gens vont ressentir quelque chose. Peu importe quel est ce sentiment que tu vas ressentir, ça peut être de la joie, ça peut être de l'amour, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'énervement, mais il faut ressentir. Et quand tu ressens quelque chose à un niveau, on va dire, assez élevé, je pense que c'est là que vient aussi l'envie de dire quelque chose. Tu penses que c'est le cas de tous les plus gros artistes du monde, ça? Par exemple, des Michael Jackson, des Picasso, des Van Gogh? Je pense que c'est sûr que tous ces gens-là avaient quelque chose à dire. Forcément, l'art, c'est quelque chose qui peut être thérapeutique et qui aide aussi à te faire te sentir mieux. Je pense que si t'es quelqu'un de, entre guillemets, très normal et que t'as pas de peine ou de cassure ou de trucs en toi, en général, tu choisis pas de faire artiste. Je pense que on choisit de faire artiste quand y a un truc qui tourne pas rond à l'intérieur de toi, quelque part au début, tu vois. Et c'est pour ça que je choisis cette voie. C'est parce que c'est un peu un endroit où tu vas te réconforter. C'était quoi pour toi la plus grosse peine? La plus grosse peine pour moi, je sais pas si c'est vraiment... Quand je le dis comme ça va pas sonner comme une grosse peine, mais si tu veux, moi je voulais être footballeur professionnel. Je voulais absolument faire ça, puis c'était un peu le lien aussi que j'avais avec mon père, tu vois. C'est-à-dire lui était passionné de football, et tu vois, c'était un peu notre truc à nous deux. Et je voulais être footballeur professionnel, et quand ils m'ont dit que j'allais pas y arriver, à 14 ans, ils m'ont arrêté. Ça a été pour moi une déchirure, genre la fin du monde, quoi.
la musique, ça a été une genre de thérapie, tu vois. C'était mon moyen, moi, de ressentir, de m'exprimer, d'être bien, sans finalement avoir besoin de personne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir se mettre plus facilement dans cette énergie-là? Moi, par exemple, si tu me demandes en ce moment, accordé là à l'instant T de comment je vis, c'est que je vis. C'est dehors que ça se passe, si tu veux l'inspiration. Ou alors, si tu veux faire une introspection, ça va être justement faire une retraite de silence, être dans un état où pendant X temps, tu vas pas parler, pas être en contact avec personne, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, etc. Et ça peut aussi faire sortir des choses à l'intérieur de toi que tu pensais pas avoir. Mais moi, mon mode, surtout pour la musique que je fais, qui est une musique de fête, qui est une musique de, tu vois, de célébration, etc., ça va être plus de vraiment vivre sur la route, rencontrer des gens, voyager, m'inspirer de toutes les différentes cultures de la planète, en changeant de pays, de continent tout le temps, et de ramener tout ça dans une espèce de petite boîte et après de piocher dedans pour créer des... Tu sais, ma musique, c'est vachement une musique qu'on peut appeler world music, tu vois, il y a des inspirations latines, il y a des inspirations arabes, il y a des inspirations africaines, tu vois, il y a un mélange de beaucoup de cultures, et je pense que ça vient aussi du fait que voilà, qu'on vit sur la route. La musique, est-ce que ça a un effet un peu de drogue, tu penses, sur le cerveau ou pas? Parce que moi, j'en mets tout le temps pour toutes les choses que je fais. Genre, tu vois, genre, je me dis, par exemple, genre, tu vois, je suis au sport, tu mets de la musique, tes performances, entre guillemets, sont dopées. La musique, c'est comme un peu, tu sais, le sel ou l'épice que tu mets, genre, tu vois, qui va révéler qui va intensifier le moment présent. Si je te pose la question de pourquoi les gens prennent de la drogue, c'est quoi la réponse? Je dirais que c'est peut-être pour s'évader. Pour s'évader. Pour ressentir des choses qu'ils n'ont pas d'habitude. C'est pour s'évader, pour ressentir. Maintenant, je vais te poser la question, pourquoi on écoute de la musique? Ah, c'est la même chose, ça permet de t'évader dans tes pensées, etc., à travers l'art et de ressentir plus fort. Donc la musique est une drogue. C'est une drogue légale. C'est une drogue qu'on peut exporter. Et toi, t'as un dealer qui débite à mort. Exactement. Et moi, je suis un mec qui vend ma cam dans toute la planète. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'idée, elle est là. C'est quelque chose qui fait du bien aux gens. La différence, c'est que la musique, c'est une drogue qui va pas te faire de mal. Hein. Ça te fait que du bien. Mais ça provoque la même chose sur ton cerveau que de la vraie drogue. Donc c'est une drogue. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné dans la journée, tu pourras me faire écouter quelques extraits de l'album que tu vas sortir, de 21? Si tu promets de sortir l'épisode accordé à la promo de l'album, on va organiser ça pour toi. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, on est parti. Ugel, il vient de nous parler de son business et c'est ça que je kiffe, c'est de prendre des personnalités comme ça, mais découvrir aussi le côté entrepreneur qui se cache derrière l'artiste. Et quand on est entrepreneur, justement, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est d'avoir le bon partenaire bancaire. Aujourd'hui, comme tu le sais peut-être, avec mon média 24 Hour Wiz, je suis amené à travailler avec des prestataires qui se situent dans plein de pays dans le monde différents. J'ai des frais d'équipe, de logistique, de pub, et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir différentes cartes bancaires. Et pour ça, ce que j'utilise, c'est une application bancaire qui s'appelle InCard. Ce qu'il y a de fou avec InCard, c'est que c'est un produit qui a été créé par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Ça te permet d'avoir jusqu'à 2% de cashback sur toutes les dépenses professionnelles que tu fais. Tu peux avoir un compte multidevise, du coup quand tu travailles avec des gens à l'international, bah, ça simplifie complètement les choses parce que t'as pas les mêmes frais que sur les banques habituelles. Et surtout, tu peux connecter InCard avec les banques que tu avais de base, tout centralisé dessus, et t'as une interface qui te permet de traquer tous tes différents paiements, tes factures, ta comptabilité, bref, tout ton business. Je les utilise maintenant depuis plusieurs mois et maintenant je vous en parle à chaque vidéo parce que le produit qu'ils ont créé, c'est une dinguerie. Alors si jamais t'es un entrepreneur ou que tu veux lancer un business et que tu veux avoir un compte professionnel bancaire, il faut que tu aies un partenaire à la hauteur. Et pour ça, ce que je te recommande, c'est de cliquer dans le lien en description pour découvrir InCard et créer un compte dessus. Ça prend littéralement quelques minutes et tu m'en diras des nouvelles. Écoute, là je viens de me lever, tu vois, c'est top. Et on arrive, il est 7h55 et on vient d'arriver à Space Terrace à Miami et je m'apprête à jouer 4h de set, donc de 8h30. Qu'est-ce que tu ressens là juste avant de monter sur scène? Bah, je suis content, c'est la soirée de mon label, il y a tous mes artistes de mon label qui ont mixé jusqu'à maintenant, donc depuis 23h. Et t'imagines, là, il est 8h du matin. La terrasse, c'est plein, les gens sont en folie, c'est Miami, tu vois, ça dort jamais, la terrasse, c'est ouvert 24/7, donc c'est marrant. Donc là, c'est en gros petit déjeuner, et après, ça démarre direct pour 4 heures. Ouais, même pas là, j'ai pris un petit smoothie tranquille et je vais faire mon petit déj en mixant, tu vois, croissant et tout pendant que je mixe. Là, je sens, là, t'es chaud, là. Les 7 heures, mais t'es chaud. Ouais, je suis chaud, il y a tous mes agents d'Angleterre qui sont arrivés, tu vois, mes agents américains. Et plus que chaud, t'es heureux en vrai, là, ça va, tu kiffes. Il y a des copines et tout, il y a tout le monde, c'est génial, c'est cool. La vie de DJ. Il y a pire, tu vois ce que je veux dire. Partir se lever pour aller jouer sur Space Terrace à 8h du matin, c'est mieux que d'aller à l'usine, quoi. Avant, tu te levais pour aller bosser au McDo, maintenant tu te lèves pour jouer à Space. Avant, je me levais pour aller bosser au McDo, pas que, je me levais, j'étais camionneur à l'époque, t'imagines, je partais à 5h du matin, j'allais conduire les camions, machin. Donc c'est quand même mieux là, tu vois.
c'est passé comment? Écoute frérot, c'est passé plutôt pas mal. Je sais pas ce que toi t'as pensé. 4 heures. 4 heures c'est... T'as l'impression que c'est une transe, un peu de temps. 4 heures c'est un peu une... comment expliquer? Tu as une vraie progression, c'est un voyage un peu. Tu vois, ça t'emmène en plein endroit. Et t'as vu, j'ai fini, la terrasse était toujours pleine et tout, donc vraiment c'est cool. J'ai construit le set, tu vois, j'ai démarré tranquille. Et tu vas monter crescendo. Jusqu'à que à la fin tu pars, c'est presque techno, les gens ils sont là. Ouais, à la fin j'ai l'impression genre tu sais, ton corps il est en transe. Ouais. Et tu tombes dedans, t'as plus la notion du temps. C'est la première fois que tu as cette expérience? Ouais, aussi long, ouais, 4 heures, ouais. Je suis content que t'aies eu de la chance d'expérimenter ça en vrai, tu vois. Ça y est, tu m'as mis dedans. Ouais, bravo. Non, mais c'est charmé, tu vois. Ça y est, le mec, on l'a perdu, il va être à Space toutes les semaines. S'installe à Miami. Il dort à Space, le mec. Voilà, donc ça, c'est mon pote, Murda Beat, producteur de hip-hop. On a travaillé ensemble sur l'album beaucoup. Bon, le mec, il a fait tellement de hits, je peux même pas te dire tellement c'est abusé. Notamment pour Travis Scott, Drake, Migos. Donc on a bossé ensemble et là il était avec moi à Space ce soir, il est venu jouer les sons, il a kiffé. Je m'appelle Murda Beats. And you're not nice. Yeah. Comment ça va? How was the collaboration with Amazing. This is my brother, you know what I'm saying? So we just cooked up a lot of crazy stuff and I'm excited, man. They're already hit records they don't even know yet. It's insane. Et c'est le top d'essayer ça en live. Bon l'équipe, on vient de finir le show à Space Club. Franchement, c'était la folie. Ugel, il a mixé pendant 4 heures. Et ce qu'il expliquait sur l'état de transe, c'est réel. Moi, je le vois au début, j'étais dedans, mais j'étais dedans en mode normal. La deuxième heure, j'étais dedans, mais un petit peu plus. Après, à partir de la troisième heure, t'as un truc que c'est comme si tu deviens hypnotisé et t'es avec la musique et là, il commence à balancer ses hits, ses tracks, etc. et tout. Maintenant, le programme, c'est quoi? C'est qu'on va aller rejoindre Ugel pour le déjeuner. Cet après-midi, je sais qu'on va le suivre aussi dans une séance de sport et surtout le gros show de ce soir. Ce soir, il va faire le show aussi avec French Montana. French Montana, qui est un très bon pote de Manny Nordine qu'on avait déjà fait sur le 24 Hour With. Donc on va essayer de voir avec son réseau si jamais justement on peut avoir French Montana aussi qui passe dans la vidéo. Franchement, ça serait ouf. En tout cas, l'épisode est loin d'être fini et on se retrouve tout de suite avec Ugel. Une fois le show fini, on est parti déjeuner dans un resto italien. Et pendant le repas, Ugel m'a raconté comment sa carrière s'est en réalité lancée sur un coup de culot. Est-ce que tu peux me parler un petit peu donc du coup de comment tu as rencontré ton manager, parce que je sais qu'il y a une histoire qui est assez particulière entre vous deux. Stéphane et moi on s'est rencontrés en octobre 2014 à l'ADE, donc Amsterdam Dance Event 2014. En fait j'avais un disque avec moi que j'essayais de signer et il était en fait lui dans la rue, je l'ai vu passer et je savais que c'était le manager de Robin Schulz à l'époque, qui était quand même un des plus gros DJ du game à cette époque là. Et je l'ai attrapé, je lui ai dit voilà j'ai un titre qui peut peut-être t'intéresser, est-ce que tu veux écouter? Il m'a dit j'ai pas le temps, je manage Robin Schulz, j'ai des rendez-vous, machin. Et je dis attends, comment? On arrive à l'ADE, on arrive de Marseille, on a mis tout l'oseille qu'on a dans ce putain d'ADE, les hôtels, les avions, ça coûte une tonne. Le but c'est découvrir des nouveaux artistes et tu es en train de me dire tu as pas une minute pour écouter mon son, tu vois. Et là il me dit ça va, vas-y rapide, montre-moi, tu vois. Donc il écoute, il enlève le casque, il me dit écoute, tu peux prendre ton avion, rentrer à Marseille maintenant. Ça tu le fais avec personne d'autre qu'avec moi, je te signe vendredi, je t'envoie les contrats, management, label, tout, machin, ça démarre, tu vois. Et je repense souvent à ce moment et je me dis imagine si j'avais été poli à ce moment-là. Et si j'avais dit, bon, bah alors t'as pas un email, un truc, tu vois, bah j'aurais raté ma chance. Et je repense souvent à ce moment et je me dis peut-être que je serais toujours en train de conduire des camions si j'avais pas insisté pour qu'il écoute. Toi, tu crois à la chance? Pour toi, c'est le destin ou la chance, c'est voir Stéphane dans la rue. Mais après, ce que tu fais de ça, c'est toi qui choisis. Tu peux aller lui parler, comme j'ai fait. Tu lui dis, non, mais attends, oh, merde. Moi, j'ai jamais pris le nom pour une réponse. Mais ça montre à quel point, en fait, des fois, les meilleures rencontres dans la vie, tu peux juste les faire comme ça. Et si jamais tu ne vas pas parler à la personne, tu passes à côté de tout ce qui va s'en suivre, tu vois. La chance, elle apparaît à tout le monde tout le temps. Faut juste ouvrir les yeux, regarder. Et après, c'est ce que toi, tu vas en faire. Tu vois ce que je veux dire? La vie, c'est que à propos de tenter ta chance. Toi, il y a des artistes justement comme ça qui t'ont donné leur chance à leur tour aussi? Ah ouais, bien sûr. Moi, j'ai un label avec que des jeunes signés. J'ai des mecs, des amis, des potes qui sont signés sur mon label, qui aujourd'hui ont des carrières et qui ont démarré clairement sur le label. Ils sont arrivés sur le label, ils avaient rien. Et aujourd'hui, ils tournent dans le monde entier grâce à Make the Girls Dance Records, à la communauté, tu vois, qu'on a créé. C'est un peu le business model du coup d'un label. Moi, j'ai créé Make the Girls Dance Records pour signer les mecs qui faisaient des trucs similaires à moi. C'est devenu une grosse communauté, tu vois, on a presque 200 artistes signés sur le label maintenant. Du coup, il y a des artistes qui signent. Ça se passe comment? T'as des parts, du coup, des sons qu'ils font? Ça se passe comment? Mon entreprise du label, donc Make the Girls Dance Records, quand on sort un titre avec un artiste sur le label, Make the Girls Dance Records a la moitié du titre et l'artiste a l'autre moitié. Et nous, on fait la partie du label, eux, ils font la partie de l'artiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vu que tu organises des shows comme tu as organisé là, par exemple, la Space, tu vois, ce matin ou avec toute la nuit depuis hier, bah, tu peux du coup placer, j'imagine, tes propres du coup, artistes pour les faire monter et qu'ils puissent bénéficier de ta notoriété pour eux aussi monter à leur tour. Et en fait, c'est une communauté de potes qui kiffent, tu vois, qui font la musique qu'ils aiment et qui voyagent le monde entier. Faire danser les filles partout dans la planète. Hey, my name is Stefan Dabroek. I'm from Germany and I'm manager of Fugel. Obviously a few more, you know, like, but I work with Flo
for 12 years now from very beginning. And like he was just telling me the story of how you met. Flo came to me with his friends, you know, like, hey man, you have to listen to my track, blah, blah, blah. He was talking so fast, he likes the donkey from Shrek, you know, and He was hungry like to succeed. no, but you know, of course I liked him, I liked the music before. And I said like, hey man, please send it to me. And he was said, no, if I send it to you, you will never listen. And he sent it to me and he played it to me. And I liked it so much, you know, like, and I liked him as a guy anyway. So I had something in my brain which said to me, man, you have to do it, you know? So I said, which I never did before and never did again like this. I said like, man, I give you a record contract. I'm going to be your manager from today. You can go home directly. You listen like a few notes and straight. I like the track, I like you. I think you have a big future and let's go. How did you feel this? I knew always we would have success together, you know? And you knew it and you stayed like years after years like to build this success. Yeah, of course. But that's what I like about Flo, never giving up, you know, like always have an idea. I mean, still, you know, like a lot of people, when they have success the first time, you know, like they get lazy, you know. But what I like about Flo, he's always going on, new ideas, you know. Was like, pushing. And what will be your main advice for an artist that will be like, for example, like watching this video that like to be successful? What's the most important piece of advice? I mean, I was boxing, my trainer said once, it's never about like who has the most talent. It's not about who has the best team or whatever, you know, it's always someone who wants the most who wins. You know, so never give up, always full throttle. If you fell 10 times, everybody does, you know, do it the next time. It will take years. Don't expect to be rich tomorrow, you know. And that's the thing, never give up. Ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'à ce niveau, un artiste, bah c'est un peu comme un athlète. Et sans la bonne routine ou la bonne hygiène de vie, c'est impossible de tenir 200 dates par an. Sur ce, pas de temps à perdre, on enchaîne direct sur une bonne séance de sport pendant laquelle UGL allait me raconter plusieurs anecdotes hyper intéressantes. Bon l'équipe, là on va aller rejoindre UGL pour une bonne séance de sport. Comme vous voyez, il est de Marseille, moi je suis obligé de représenter Paris. Et à côté de ça, accompagné aussi toujours de Flytex. Flytex qui m'accompagne maintenant sur tous les épisodes et même qui m'accompagne en dehors de ça dans ma vraie vie. Très lourd, donc on va aller voir un petit peu ça. Est-ce qu'il réagit par rapport au PSG ou pas? L'équipe en... 2, 3, toi tu t'entraînes tous les jours? C'est quoi un petit peu ta routine? Comment tu cales ça dans ton emploi? 7 sur 7. On arrive dans une nouvelle ville, on check la gym de l'hôtel. Lui, il check direct, tu vois, c'est quoi le matos, on fait avec ce qu'on a, tu vois. Et c'est quoi l'importance du sport pour toi? Ça te permet déjà de vieillir moins vite, d'être fit, d'être bien et de... Tu vois, avec le jet lag, c'est-à-dire la différence de calage horaire, tu te dois de faire en sorte que ton corps il bouge et tout, pour pouvoir rester toujours en bonne santé, tu vois. Tu optimises ton temps à mort. J'ai l'impression que tout dans ta vie est pas organisé de A à Z, mais optimisé de A à Z en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, comme tu sais, chaque jour tu arrives dans un endroit, tu sais pas comment ça va être, tu es obligé de t'adapter, donc très vite on s'adapte. Et on sait que dans la journée on doit faire toutes ces choses, donc on va trouver le moyen de les faire. Peu importe le temps, mais on va le faire. Exactement. Le triceps en train de sortir, il est en train de naître. Et il y a un truc que j'ai pu analyser chez les personnes qui évoluent vraiment à un haut niveau, que ce soit dans la création de contenu, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, peu importe, c'est qu'en fait à la fin, en fait le plus important c'est en day-to-day l'intensité qu'elles mettent. Elles peuvent même plus prévoir des mois et des mois et des mois à l'avance, tellement en fait chaque jour est intense et chaque jour dès qu'ils se réveillent, le job c'est juste d'aller tout donner pendant la journée, d'accomplir ce qu'ils ont à faire aujourd'hui et le lendemain matin ils se réveillent, c'est la même chose tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis après, là, quand tu le dis comme ça sonne comme une torture, mais en vrai, quand tu kiffes ce que tu fais et que tu le fais pour la cause de ton projet, c'est plaisant. Chaque jour, tu accomplis un peu, ça rapporte du plaisir, ça. Par exemple, quand je me lève, je vais direct à la gym quand je me lève. Normalement, là, c'est exceptionnel qu'on n'a pas eu le temps à cause du jet ce matin, on a dû venir et donc on s'entraîne maintenant, mais normalement, on s'entraîne quand on se lève direct. Et j'aime bien, pourquoi? Parce que dès que t'es levé, tu t'es entraîné, t'as déjà accompli quelque chose. Et t'as ton coach du coup qui te suit dans tous tes déplacements? Comment non? Staff, partout. Bah, c'est aussi ma sécu. C'est ma sécu, c'est pas que mon coach. Mais... Chaque personne a plusieurs rôles, ce que tu me disais dans l'équipe. Ouais. Toi, c'est quoi par exemple une remarque un jour que je sais pas, qu'un de ton équipe il t'a fait rendre compte que peut-être quelque chose que tu faisais c'était pas la bonne chose ou un set en particulier? Est-ce que t'as un exemple en tête? Ah, j'ai un exemple marrant quand j'étais à Burning Man à l'époque. À l'époque, je faisais un peu la drogue et tout. Non, moi je bois plus d'alcool, je fais plus de drogue, je fume plus. Par contre, j'ai tout fait avant.
Dans le passé, bref. Donc, j'étais à Burning Man, j'avais pris, je sais plus, j'avais pris de la molly, un truc comme ça, tu sais, ça mélange des MDMA, enfin, j'étais en l'air et tout. Et je mixe, c'est le genre de char, tu sais, à Burning Man. Je mixe sur le char et tout. Et là, je mixe et je suis là, waouh, et tout, putain, le set, je suis trop fort, c'est là. Et je finis, je dis à mon pote, putain, t'as entendu ça? C'était le plus gros set de ma vie, nana. Et là, il me regarde, il me dit, bah, dans ta tête alors, parce que c'était loin d'être ça, tu vois. Ça m'a fait un choc. Il y avait un gros décalage entre ce que moi, je croyais que j'avais fait et ce que mes gars, ils me disaient que j'avais fait, tu vois. Et je crois que c'est peut-être même la dernière fois que j'ai fait de la drogue dure comme ça, genre Molly et compagnie, j'ai plus fait. Ouais, c'est à partir de quand que t'as décidé complètement d'arrêter? J'ai arrêté il y a maintenant 3 ans. Et l'alcool complètement, ça fait 1 an et 3 semaines que j'ai plus touché une goutte d'alcool, même pas une gorgée, rien du tout. Et c'est quoi l'impact que tu crois que tu ressens maintenant dans ta vie, dans tes performances? Bah déjà, je maigris, je suis plus beau gosse, donc je vends plus de tickets. Voilà. Et non, mais c'est de la santé, mec. C'est sentir que tu réagis mieux au changement de time zone, de décalage horaire. La clarté mentale aussi, j'aime. Pareil sur scène, quand je fais un set, genre 3 heures, 4 heures, t'es là, bam, bam, t'es fit et tout, tu vois. C'est bien pour tout. C'est physique un set? Ouais, c'est physique, bien sûr. Bah, jouer 4 heures. Surtout, t'as l'énergie, genre, des gens. T'as l'énergie des gens, faut que tu penses à ce que tu fais. En même temps, tu as besoin d'une présence scénique. Tu vois, tu peux pas vite fait comme ça. Tu es obligé de. Tu danses, tu es actif, tu crées une présence scénique. Il y a le bruit aussi. Donc, jouer 4 heures de set, je te dis la vérité, c'était plus puissant si tu t'es entraîné que si t'es là à manger des chips, fumer, prendre de la drogue et tu vois ce que je veux dire. C'est tout. Qu'est-ce qui va se passer du coup là? Déjà beau gosse là. Bah, merci. Beau gosse. Toi, le mec s'est lavé. Le mec s'est lavé enfin. Tu vois, on se dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la douche, il est parfumé, il est beau gosse, il est frais, il s'apprête à aller au rendez-vous. Et là, bah écoute, je suis avec mon équipe, tu vois, ça c'est mon management allemand, avec qui je travaille depuis 12 ans. Il y a mon tourman, mon assistant ici, Alex qui fait le content. Et là, vous allez parler de quoi du coup un petit peu? C'est quoi un petit peu l'objectif du... Bah là, on va surtout discuter, tu vois, voilà, le marketing, les angles marketing, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va faire la promo, sachant qu'il y a Coachella qui arrive. Et que donc je vais inviter des guests de l'album à Coachella. Et ça va être, si tu veux, un énorme coup marketing pour l'album. Le fait de pouvoir ramener des stars américaines sur le show. C'est mon premier album, tu vois, je pense qu'un album, c'est pas un truc que tu fais tous les jours. C'est un truc un peu spécial, c'est un moment, c'est un peu sacré, c'est un truc qui reste dans l'histoire. Moi, ça me fait kiffer sur le format de pouvoir partager ce type de moment-là avec ces guests-là. Maintenant, la vidéo, elle n'est pas finie. Vous avez déjà vu le show de ce matin, donc du coup, qu'il y a eu au Space. Mais là, ce soir, c'est là qu'il y a le vrai show. Il a invité l'artiste French Montana. On va faire le maximum pour l'avoir avec nous dans la vidéo. On se retrouve à Little Studio. On est parti l'équipe. UGL m'a proposé de le suivre pendant une journée qui était déjà très sympa. Mais ce qui n'était pas prévu au programme, c'est que pendant celle-ci, il allait remporter l'award du meilleur artiste Afro House de l'année dans quelques instants. Là du coup, où est-ce qu'on va là? Alors là, on est sur un petit rendez-vous de dernière minute qui s'est fait pas prévu. Il y a une cérémonie de awards, donc il y avait plusieurs catégories. Moi, j'étais nominé dans la catégorie meilleur artiste Afro House de l'année avec les mecs de Kind Music, Adam Port, Rampa, etc. Du coup, j'avais vu la nomination, mais je m'étais dit, je vais pas gagner, tu vois, les couilles et tout, j'oublie. Et en fait, ils ont dit à mon management que j'avais gagné meilleur artiste Afro House de l'année. Incroyable, mais tu t'y attendais même pas. Je m'attendais pas. Et du coup, c'était même pas sur le planning. Non, c'est pour ça, c'est en last minute. Et là, du coup, il faut aller récupérer le award. Tu vas chercher le award comme tu vas chercher ton pain. Tu veux que j'aille comment? C'est last minute, mais voilà, on va faire ça. Et ensuite, on va aller à une fête qui s'appelle Nylon Party. Et après, il y a le show. Et du coup, il y a French Montana qui nous rejoint. Il va te faire comme ça. Montana! You know what it is! Et je voulais parler avec toi aussi de c'est quoi l'importance du personal branding quand on est un DJ. Si tu veux, quand t'es un artiste, il faut comprendre que, genre, avoir des fans, tu vois, des gens qui sont fans de toi, ça veut dire que c'est des gens qui vont consommer ta musique, acheter des tickets, venir te voir en concert, etc., etc. Et les gens, en fait, se déplacent plus pour l'homme, l'humain, quand ils sont fans de l'humain, que s'ils sont juste fans de ta musique. S'ils sont juste fans de ta musique mais qu'ils ne connaissent pas toi, il n'y a pas le même engagement. Donc en fait, le marketing, le branding, tout ce que tu crées autour en fait, d'un projet, tout ce qui est en plus de la musique, c'est pour permettre aux fans en fait, d'arriver à connecter à un plan plus personnel avec toi et en faire des super fans. Et quand un mec c'est un super fan, il va acheter ton merch, il va acheter des tickets de concert, il va streamer ta musique, il va faire beaucoup plus, tu vois. C'est même un ambassadeur. Ouais, voilà.
Mais pour ça, faut que les mecs ils puissent connecter avec toi ou avec ton projet à un niveau personnel. Donc ça peut pas être que la musique, que ce soit plus que ça, tu vois. Et il y a ça, mais il y a aussi ce que je vois dans ton contenu, c'est aussi la distribution massive, dans le sens où vous postez réellement tous les jours. Il y a une cadence où après chaque concert, directement, vous publiez. Et ton équipe, ils vont dire apparemment que c'est toi qui publies. C'est moi qui publie, ouais. Ça m'a choqué. Pourquoi? Tu sais, d'habitude, ils ont tous, genre, tu vois, je sais pas, des CM, des trucs, des community managers, etc. Mais ils m'ont dit non. Ugel, c'est lui qui tient justement à publier, lui, à maîtriser tout ça, etc. Il est vachement impliqué dans tout ça. Bah, y a pas le choix. Un jour, je suis allé voir un mec, je lui ai dit, rends-moi riche. Et il m'a dit, ah, si je savais le faire, je le ferais pour moi. Donc, elle est là, le truc. Si le mec, il sait le faire, les réseaux sociaux, il va le faire pour lui, pourquoi il le ferait pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ce qu'on fait aujourd'hui, dans la musique et tout, c'est toi qui dois faire, tu dois être impliqué. Si t'es pas impliqué, ça marchera pas. Et l'implication, c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il crée aussi le leadership et qui fait après aussi que la team, en plus, ça suit bien. Un bon leader, c'est quelqu'un qui donne envie aux troupes d'aller à la mort avec lui. C'est un mec qui force le respect parce qu'il met son groupe C'est réel, ça. sur la route en disant « Regardez comment je fais ». Et il fait généralement toujours plus que les autres et du coup les autres se disent « Merde, faut que je fasse comme lui ». Et dans ton management, j'ai vu aussi que tu fais très attention au mindset de chaque personne. J'ai vu qu'il y avait un gars dans ton équipe, tu l'as demandé un truc, je sais plus c'était quoi, et il t'a dit « Ah mais ça c'est pas possible ». Et tu l'as repris tout de suite et tu l'as dit « Hey, ici personne dit c'est pas possible. Ce mot il n'existe pas ». Ouais, parce que moi je considère qu'on dit ce qu'on est. Le plus gros super pouvoir que t'as, c'est la parole. Et on est ce qu'on dit. Voilà, donc là, la parole, envoyer les mots, quand tu parles sur une chose, à quelque chose, t'envoies quelque part une sorte de magie, une sorte d'énergie, tu vois. Donc quand tu parles à quelqu'un et que tu dis de la merde, Ouais. ça affecte réellement les choses. Et quand tu parles à toi-même aussi. Exactement. Donc moi, si tu veux, dans l'équipe, je peux pas laisser des mecs à dire « Ah non, ça c'est pas possible, machin », ou laisser entrer la négativité. Chez nous, c'est interdit de parler sur les autres. Ouais. Tu peux pas parler sur les autres, tu vas pas commencer à cancaner, raconter de la merde sur les autres, des trucs. Ça sert à rien tout ça. Quand tu parles mal sur les autres, c'est pour essayer de te faire sentir mieux à toi. Parce que tu es médiocre et tu es pas satisfait de toi, du coup parler mal sur les autres, ça va te faire sentir mieux. Nous on fait pas ça dans le groupe. Dès qu'il y en a un qui commence à parler d'un truc et tout, boum, on le remet à sa place. Donc positif, toujours positif, concentre-toi sur tes trucs à toi, parle de tes rêves, parle de tes projets, et envie d'avancer, et des rêves super grands, etc. Et toujours dans la positivité. Toi, t'as toujours été comme ça ou c'est un truc que t'as développé au fil du temps? Parce que j'ai l'impression que t'es vachement passionné quand même de développement personnel, de tout ce qui touche. Je voyais, tu lisais des livres, que ce soit de Tony Robbins, de Napoleon Hill. Ça, c'est super intéressant. Et moi, j'ai pas été à l'école, tu vois. J'ai arrêté l'école à 16 ans, je suis parti de chez mes parents à 17 ans et tout. Donc, la seule éducation que j'ai, je me la suis faite à travers les livres et tout, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai mis en application ça dans ma vie, je me suis rendu compte que ça marche pour de vrai. Et je me suis rendu compte que la négativité, c'est vraiment néfaste. C'est quelque chose qui C'est un poison. C'est un poison. Ça te fait rater des projets, ça peut même rendre des gens malades. Ça leur donne des maladies, des cancers, des trucs. Il faut faire très attention. La négativité, c'est beaucoup plus dangereux que ce que les gens pensent. Donc, baigner dans un environnement où tu fais attention à tes paroles, à tes mots, à ton énergie, à être tout le temps dans une bonne vibe, positive, toujours dans le partage, toujours avec une bonne intention, etc. Ça crée un groupe où il y a une vraie énergie positive et ça crée la vie, quoi, tout simplement. Maybe we drop this at home and we eat downstairs at friends and then we dance. Ugel venait à peine de remporter son award qu'on était déjà reparti direction le deuxième set de la journée avec comme invité spécial French Montana. Mais avant ça, il avait rendez-vous sur la plage privée d'un hôtel. Là les gars, on arrive à la plage privée les gars. C'est un before avant la grosse soirée avec Ugel et sa team qui nous ont invités. Donc là on y va. On va voir si c'est sympa les gars. Tout se passe comme prévu. Là on va avoir le show qui va démarrer dans quelques minutes. Game day, c'est l'instant clé, ça va être très très lourd. Là on va essayer d'aller choper Ugel juste avant qu'il monte sur scène. Beaucoup de personnes ce soir, c'est full house, il y a des invités demain. Je suis trop chaud là frérot. Deuxième show de la journée, t'as capté? Ça va faire 7 heures de set aujourd'hui. 7 heures de set aujourd'hui, ouais. D'habitude les gens ils dorment 7 heures, toi tu joues 7 heures toi. 7 heures, j'ai la whoop, elle a explosé. Les efforts, ils sont montés à 20 et quelques. C'est grave. T'as prévu quoi pour le set là? J'ai prévu de jouer des trucs de l'album, nouveautés. Normalement, il y a French Montana qui arrive là. Il va me rejoindre, on va faire un peu les sons ensemble et tout. Et petite question pour toi, c'est quoi le meilleur endroit du monde pour faire la fête?
Ah, ici, c'est pas mal. Hein. Ici? À Ibiza aussi, ici, Miami. Après, t'as l'Australie, c'est pas mal. Amérique du Sud aussi, c'est bien. Ouais, il y a pas mal de. Mais là, c'est ce soir. Ah, là, source chaud. Ouais, tu vas voir par toi-même. T'as eu l'expérience du matin, là, tu prends l'expérience de la soirée maintenant. Siempre no me corazón. Siempre. La magia la tienes tú, la magia la tienes tú, la magia la tienes tú y solo tú. All I need is one night. I'm gonna have to splurge on you. All I need is one night. I'm gonna have to splurge on you. All I need is one night. I'm gonna purse on you. I went deaf on the bitch. All I need is one night. Bon l'équipe, on vient de rater French et je t'allais lui parler pour qu'on le chope directement dans le 24 Hour Wiz, mais il devait partir à un autre événement qu'il avait juste après. Du coup il m'a dit avec plaisir on se fait ça mais une prochaine fois. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous chaufferait qu'on fasse un 24 Hour Wiz avec French Montana? Et surtout aussi l'équipe, dites-moi en commentaire si jamais vous kiffez le format qu'on est en train de faire avec Ugel. On est vers la fin de la vidéo, mais on va avoir une dernière interaction avec lui où il va vraiment aller en profondeur sur le secret de sa réussite. On y va. Comment c'est passé? Écoute, ça s'est super bien passé. Je te cache pas que là, ça fait 7 heures que j'ai mixé 7 heures aujourd'hui. Je suis un peu en mode fracassé, tu vois. Là, j'ai vraiment ressenti la trance dont tu parlais là. Ouais, t'as Je l'ai vraiment là ressenti là. C'était bien, Tu ouais. m'as mis dedans. Tu sais Ouais. que tu m'as vraiment mis dans la house là. Ouais. Dans- Mais ça y est. Très 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 lourd. Ça y est, si t'es piqué, je suis content. Ah, On je va suis se voir piqué. plus souvent. Avec, On va venir avec nous grand voir. plaisir. Ouais, c'est compagnie maintenant, ça y est. Mais je voulais vraiment te remercier pour la journée, que ce soit toi ou toute l'équipe. Vous avez été top, ça m'a fait kiffer de te découvrir vraiment comme ça. Moi, ça m'a fait kiffer de te faire kiffer. Ah. Donc, tu vois, je suis content, je t'ai régalé. Moi, c'était top. Et franchement, ouais, non, c'était super. Et voilà, j'espère que la vidéo finale sera bien. Franchement, bah, c'est à vous de nous le dire directement. J'ai hâte de voir, tu vois. Moi, j'avais une dernière question à te poser, c'est est-ce que cette vie-là, tu l'as visualisée? Bien sûr. Bien sûr, j'ai visualisé. Alors, je vais te dire un truc. Je pensais pas que ça serait aussi dingue. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Genre, je pensais pas. Enfin, peut-être je pensais, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me disais, j'y arriverai. Mais je pensais pas que ça serait comme ça, tu vois. Là, c'est vraiment, ça a dépassé les limites de tout, tu vois. C'est un truc de fou, c'est impressionnant. Est-ce que pour toi, il y a encore des limites maintenant? Franchement, non, je crois que là, tu vois, je suis en mode, tout peut arriver, tu vois. La vie m'a assez choqué, là, ça y est, tu vois. De 1 à 10, tu dirais t'es heureux comment là? À 12, frérot. À 12. Je crois que je suis un des mecs, je suis un des humains les plus heureux sur la planète, là. Bah oui. Non, tu sais, franchement, quand tu fais ce que t'aimes, t'es avec tes potes, tu kiffes et tout, tu vois. Il y a des gens, ils payent pour s'amuser comme ça, et nous, on est payés pour s'amuser comme ça. C'est fou quand tu penses, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, je suis reconnaissant à la vie, reconnaissant à Dieu, tu vois. Tu crois en Dieu? Ah, je crois en la créateur, la force créatrice, la puissance plus grande que nous, forcément. Je sais pas. Enfin, faut être un peu con pour dire qu'il y a que nous, comme ça. Je suis d'accord. Personne peut répondre à comment on est arrivé là, comment tout a été créé, tu vois ce que je te dire. Donc, croire en rien, c'est un peu triste déjà. Et puis bon, pour croire en rien, il faudrait avoir la vraie réponse à. Et tu crois en la loi d'attraction? Bah évidemment. La loi d'attraction, c'est la base de ma vie, c'est la base de tout. C'est comme ça qu'on a tout manifesté, tout créé, tu vois ce que je veux dire. C'est en y croyant, en visualisant, On est vers la foi. en ayant la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est quand t'as confiance en la vie, en Dieu, à un point que tu as presque plus peur de rien. C'est-à-dire que tu sais que tout va bien aller pour toi. C'est pas tu crois que tout va bien aller pour toi, c'est tu sais que tout va bien aller pour toi. Que ce qui doit te trouver te trouvera, et que les choses qui vont être sur ta route, elles seront faites pour toi, et donc il n'y aura rien de mauvais en soi, tu vois ce que je veux dire. Et si jamais tu pouvais partager un dernier message? Bah écoutez, si je dois vous dire un truc, c'est ne chassez pas l'argent, jamais. Chassez ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, chassez les rêves, chassez l'amour. C'est la plus grosse
énergie qu'on est sur cette terre, c'est l'amour. Donc c'est ça qu'il faut trouver. Faut trouver la chose qui fait que vous kiffez tellement que vous comptez plus les heures, plus rien. Et à partir de là, on pourrait bâtir le plus gros empire, les plus gros rêves que vous ayez jamais eu. Tout repose sur l'amour. Si tu as assez d'amour, tu peux tout accomplir.